Bonjour, merci à tous et toutes d'être présents aujourd'hui en si grand nombre. Je me présente, moi c'est Vicky Violette, je suis directrice générale du Conseil régional de l'environnement de la Naudière. Aujourd'hui, on va parler de l'état de la connectivité dans la Naudière avec M. Michel Leboeuf. Michel détient une maîtrise en sciences biologiques. Il est aussi directeur général de la fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière. Michel a été rédacteur en chef de la revue Nature sauvage pendant 10 ans. Il a aussi publié une quinzaine d'ouvrages qui lui ont notamment valu d'être 2 fois lauréat du prix Hubert Reeves, couronnant le meilleur livre de vulgarisation scientifique au Québec. Donc, Michel, aujourd'hui, va vous répondre à plusieurs questions à la fin. Mais la principale, sa présentation porte sur quel est l'état de la connectivité écologique dans la Naudière. À toi, Michel. Bonjour tout le monde. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, on va commencer sans plus attendre parce qu'il y a quand même un menu assez chargé sur l'heure du midi. Donc, merci pour la présentation et bienvenue à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va vous parler de connectivité écologique dans la Naudière. Puis enfin, avant de m'avancer plus loin là-dedans, je vais vous présenter qui vous parle. Dans le fond, je vous parle aujourd'hui au nom de la fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière. Notre fiducie, c'est une fiducie d'utilité sociale. Au fond, on a la même mission que beaucoup d'organismes de conservation dans la vallée du Saint-Laurent, c'est-à-dire qu'on veille à protéger et à conserver des milieux naturels et des paysages à haute valeur écologique dans la région de la Naudière. Puis, probablement que la phrase la plus importante de la mission, c'est au bénéfice des communautés et des citoyens. C'est un peu ça qui nous distingue d'autres organismes, dans le fond, c'est que c'est le fait, dans le fond, qu'on travaille à l'échelle de toute la région de la Naudière, en terre privée, bien sûr, et qu'on a un mode d'organisation qui est celui d'une fiducie, qui n'est pas un organisme à but non lucratif comme les autres. La fiducie, dans le fond, pour faire une image forte et courte, c'est, faites-vous dans votre tête l'image suivante, fiducie égale patrimoine. Donc, la fiducie, son travail, c'est de protéger du patrimoine, c'est de verser des terrains de haute valeur écologique dans un patrimoine qui est, à la différence d'un patrimoine financier, bien, cette fois-ci, c'est un patrimoine qui est un patrimoine naturel. Le meilleur indicateur de notre travail dans la Naudière, c'est de voir combien d'hectares on est capable de protéger année après année. Vous voyez sur le graphique, au fond, la fiducie a été créée en 2012, mais on a été véritablement en mesure de devenir opérationnel en 2016 avec l'accréditation de Revenu Canada qui nous permettait de pouvoir émettre des reçus de charité. Parce qu'une fiducie, on a une charte d'organisme de bienfaisance. Donc, vous voyez tout de suite après, là, 2017 à 2020, on était en mesure de protéger plusieurs hectares dans la Naudière. Actuellement, là, on a terminé l'année 2020 avec 317 hectares protégés. Puis, si tout se déroule comme prévu d'ici la fin de l'année 2021, on devrait rajouter un petit peu plus que 100 hectares à notre patrimoine dans le courant de l'année. Donc, je l'ai dit tantôt, notre patrimoine, c'est un patrimoine naturel, donc de forêts, de milieux humides et de lacs et cours d'eau. Si on le ventile en proportion, bien, on voit que la part du lion, c'est des forêts. Donc, la fiducie protège 250 hectares de forêt à la Naudière. On a quand même 60 hectares en milieu humide et une dizaine d'hectares en superficie de lacs et de cours d'eau. Sur l'image, vous voyez qu'on est à 14 territoires protégés. Et ce qui est intéressant en matière de sciences, en tout cas pour ce corpus-là de territoire, c'est qu'on est largement répartis à la fois dans les basses terres, puis à la fois sur le Piémont et dans le plateau laurentien, donc les montagnes de la Naudière. Alors, en termes de sciences, c'est vraiment intéressant parce qu'on a des conditions écologiques qui sont très différentes. La fiducie, c'est monter un programme, un protocole de suivi biologique sur tous ces terrains-là. Donc, essentiellement, on a des stations d'inventaire où on fait des inventaires biologiques. Ça nous donne une bonne idée de l'intégrité écologique de chacun de nos terrains. Par contre, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'échelle du paysage ou à l'extérieur de nos terrains. On sait que ça peut être très important
en matière de biodiversité, de savoir qu'est-ce qui se passe à l'échelle de 1 km, d'un rayon d'1 km ou de 10 km². Alors, c'est un peu pour ça qu'on a commencé à travailler sur un plan de connectivité écologique. La première année où en fait, on a commencé à y réfléchir en 2018, on a terminé les travaux en 2019. Donc. Je ne vous assommerai pas de définition aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on soit capable de définir un peu ce dont il va être question aujourd'hui. Donc, 2 définitions, puis après ça, je promis, j'arrête, j'en mettrai plus à l'écran. Donc, la première, c'est la définition de la connectivité écologique. Qu'est-ce que c'est? Bien, dans le fond, c'est de permettre le mouvement sans entrave des espèces, à la fois animales, mais aussi végétales. Puis, par extension, on pourrait même parler des espèces fongiques, des champignons. De toutes ces espèces-là et du flux de leur processus naturel qui permettent de soutenir la vie sur Terre. L'autre définition qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celle du réseau écologique, donc, qui est un ensemble d'habitats qui est essentiel, puis qui est relié par des corridors qui sont déjà maintenus ou qui sont à restaurer pour réussir à conserver la diversité biologique à l'échelle d'une région ou d'un type d'écosystème. Puis, dans le fond, pourquoi je vous parle, en fait, on parle beaucoup de connectivité aujourd'hui, mais en amont de ça, il faut expliquer pourquoi on veut reconnecter des habitats. Bien, c'est parce qu'essentiellement, les paysages tendent à devenir fragmentés là où les humains s'installent. Sur l'image que vous voyez, dans le fond, c'est un peu petit, mais je pense qu'on le voit quand même assez bien. Là, il y a 4 situations, de A, B, C jusqu'à D. Puis, on voit très clairement que sur le plan de l'écologie, la situation en A est évidemment vraiment pas la même que celle qui est en D. Donc, c'est l'illustration, dans le fond, d'un phénomène qui s'appelle le morcellement ou la fragmentation des habitats, qui se déroule souvent sur une échelle temporelle assez longue, donc ce qui fait en sorte qu'on ne le remarque pas d'emblée sur les territoires. Il faut vraiment faire, comme on dit en latin, un zoom out sur le territoire à une grande échelle pour réussir à voir ce phénomène-là. Essentiellement, donc, progressivement, au fil du développement d'un territoire, développement résidentiel, commercial, industriel, peu importe, on perd de l'habitat naturel. Puis, en sciences, ça fait plusieurs décennies qu'on essaie de trouver un seuil à partir duquel on n'était plus capable de maintenir la biodiversité sur un territoire. Puis, le seuil a été, vous voyez en bas de l'écran, dans le fond, le seuil critique a été trouvé dans les années 90. Donc, ça date quand même de plusieurs années. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Donc, le seuil critique de 30 d'habitat résiduel dans le paysage, c'est un chiffre qui a été établi et puis, à ma connaissance, à tout le moins, là, qui n'a pas été démoli par d'autres études par la suite. Donc, on est assez dans le béton armé quand on parle d'un seuil critique de 30 de maintien d'habitat naturel dans un territoire pour que la biodiversité soit capable d'être maintenue également. Pour expliquer vraiment, en fait, le seuil critique, c'est un plateau, si vous voulez, où non seulement on cumule les effets de perte nette d'habitat, donc évidemment, si on perd de l'habitat, on va perdre la proportion de population animale ou végétale qui se trouvait sur ce territoire-là. Évidemment, quand on transforme une forêt en centre d'achat, bien évidemment, la population a disparu. Mais en fait, le seuil de 30 nous indique qu'en bas de 30 il y a un effet qui s'additionne à l'effet de la perte nette, donc la perte en pourcentage de superficie, qui est celui de la fragmentation, c'est-à-dire de l'isolement d'un milieu ou du fait de rendre un milieu fragmenté de plus en plus isolé, mais aussi de plus en plus petit. Je vais y aller avec un exemple pour que ce soit facile de comprendre le phénomène de la fragmentation. C'est l'exemple du roitelet à couronne dorée qui a l'immense avantage d'avoir un territoire, pour les besoins de notre exemple aujourd'hui, donc un territoire de 1 hectare ou à peu près. Donc, au printemps, chaque mâle roitelet à couronne dorée revient sur un territoire de forêt mature. Là, essentiellement, c'est une espèce de milieu coniférien, donc un peu plus au nord du Québec. Mais il s'installe sur un territoire d'à peu près 1 hectare, il se met à chanter, il attire une femelle, puis ils vont réussir ou non à élever leur progéniture pendant la saison du printemps et de l'été. Imaginons que dans nos petits carrés qu'on a à l'écran, pour les fins de la démonstration, qu'on a 100 hectares, donc 100 parcelles de 1 hectare chacun. Alors, on peut imaginer que théoriquement, en A, on retrouve à peu près 100 couples de roitelets à couronne dorée par territoire de 1 hectare. Donc, si on fragmente après ça le territoire en B ou en C,
voyez, on est grosso modo peut-être en B à, je sais pas, 60 ou 75 de territoire. Donc, en B, il me resterait théoriquement 75 couples de roitelets à couronne dorée. En C, on est peut-être aux alentours de 35 ou 30 %. Donc, encore une fois, il me reste une proportion égale de couples de roitelets à couronne dorée. Donc, je maintiens ma population de roitelets à couronne dorée proportionnellement au nombre d'hectares qui me restent. Donc, si j'ai 35 % de milieu naturel ou de forêt, donc il me reste 35 couples de roitelets à couronne dorée pour permettre le maintien de l'espèce dans le paysage. Par contre, en D, vous le voyez tout de suite, on est en dessous de 30 %. Il reste peut-être, je ne sais pas moi, 15 % ou 12 % de territoire. Mais c'est là que les effets de la fragmentation s'additionnent. C'est-à-dire que dans ces fragments-là, le milieu est trop petit, le milieu est trop isolé d'une autre parcelle de terrain. Donc, on n'a plus 12 ou 15 % de couples de roitelets à couronne dorée. Il me reste probablement 5 couples de roitelets à couronne dorée ou il m'en reste plus du tout. Donc, c'est, je pense, la meilleure manière d'illustrer comment le territoire se fragmente et les effets cumulatifs du morcellement des habitats, jumelé avec une perte nette, une perte sèche, dans le fond, d'habitat. Sur la prochaine diapo, l'image de haut vous montre exactement le phénomène classique de fragmentation, c'est-à-dire qu'on sépare, on coupe une forêt, un milieu forestier en deux, puis vous voyez clairement sur la vignette de droite de l'image en haut que artificiellement, ou on va dire même mathématiquement, on avantage dans cette situation-là les espèces de forêts glissières au détriment des espèces qui se retrouvaient à l'intérieur de la forêt auparavant. Donc, si je reprends mon exemple de roitelet à couronne dorée, vous voyez tout de suite que si ce roitelet-là nichait exactement au centre de la parcelle qui est à gauche, quand il va revenir le printemps suivant ou quand ses descendants vont revenir au printemps suivant, ils vont essayer de nicher dans le même endroit. Ils vont se retrouver fort probablement dans une lisière d'habitat. Alors là, comme on dit en latin, la game n'est pas pareille du tout parce que là, ils vont avoir beaucoup plus de prédateurs. Ils vont avoir des corneilles, des jets bleus, des moufettes, des ratons laveurs, etc. Puis leur nid va se retrouver à être vraiment plus visible puis soumis aux aléas de conditions météo qui n'étaient pas les mêmes dans l'intérieur de la forêt. Enfin, l'image du bas montre qu'on peut aussi associer le temps depuis que la fragmentation est arrivée avec la taille d'un habitat résiduel. Vous voyez sur la vignette de gauche de l'image, si je perds des espèces au fur et à mesure que le territoire se fragmente, le milieu est tellement grand puis est assez diversifié en milieu naturel qu'il va être capable de regagner les espèces qu'il va perdre au fil des années. Par contre, dans la vignette de droite, le milieu est tellement étroit que si on perd des espèces dans ce milieu-là, ben on va les perdre à tout jamais. Donc, on appelle ça une extinction locale d'une espèce dans ce milieu-là. Alors, on le voit assez très clairement. Si on protège l'habitat, c'est bien, mais si on les connecte, ces habitats protégés-là, c'est vraiment encore mieux. Dans l'illustration qu'on voit, dans le fond, c'est qu'il y a une gradation. Plus on connecte les habitats entre eux, plus on est capable de faire circuler la faune d'un habitat à l'autre par le biais de corridors qui vont permettre non seulement aux espèces de passer, mais aussi à leur patrimoine génétique. C'est-à-dire que les espèces vont pouvoir mélanger leur patrimoine génétique et vont être capables de mieux se maintenir dans une région ou même dans un pays grâce à une meilleure connectivité. Alors, on s'est aperçu au fil des années aussi avec la science que les noyaux de conservation, même ceux qui sont assez petits, mais qui sont bien connectés entre eux, sont plus riches en espèces que des fragments de même taille, mais qui sont non connectés. Et là, j'aurais pu passer toute l'heure à vous détailler des études scientifiques sur cette reconnaissance-là de la connectivité des milieux et de l'importance pour la biodiversité. Mais je m'arrête là-dessus parce que, comme je vous dis, on pourrait passer l'après-midi même à sortir des espèces sur ces phénomènes-là. Donc, un phénomène qui est assez bien documenté. Une dernière diapo sur la fragmentation ou la connectivité, dans le fond, les rôles fonctionnels différents des deux éléments dans un réseau de connexion. Dans le fond, il y a des corridors et il y a des noyaux de conservation. Le travail d'un noyau de conservation, qui est une superficie assez grande pour maintenir un certain nombre d'espèces, son travail, c'est de maintenir la biodiversité sur le site même. Dans le cas du corridor écologique, il peut conserver la biodiversité, mais dans le fond, son véritable travail sur le plan de la fonctionnalité du système, c'est de conserver la connectivité, bien évidemment. Enfin, le noyau de conservation peut aussi servir à conserver la connectivité, mais ce n'est pas son travail principal. Donc, fort de tous ces enseignements-là théoriques,
On pense vraiment à l'aspect pratique de la chose. Puis je vous montre une diapo de la nausière, qui est en fait une image qui est assez intéressante parce qu'elle nous montre qu'il y a en fait deux lanaudières. On le voit dans le coin supérieur gauche. On voit que, essentiellement sur le territoire de la MRC de la Matagounie, on est dans le domaine dans un domaine forestier qui est peu fragmenté. Donc, c'est le Piémont, le plateau laurentien, donc essentiellement un paysage de collines et de montagnes, où on n'a essentiellement pas de problème de fragmentation. Là, on est probablement autour de 70, 75 ou 80 de forêt ou de milieu naturel en général. Mais vous voyez tout de suite que dans le sud de la Naudière, on est dans un autre univers complètement, où sur l'écran, je ne sais pas comment ça sort chez vous, mais les milieux naturels qui restent, c'est une espèce de vert olive, puis de différentes tonalités de bleu. Donc ça, c'est les milieux naturels qui restent dans le sud de la Naudière. Dans les 5 MRC du Sud, on se trouve sous le seuil critique dont j'ai parlé tantôt, de 30 d'habitat résiduel dans le paysage, où on s'en approche dangereusement. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans le Grand Montréal écologique par plusieurs laboratoires de sciences des universités québécoises, dont cette étude-là qui a été publiée en 2017, Cécile Albert et ses collaborateurs, qui ont essayé de montrer quelles étaient les priorités de conservation dans le Grand Montréal écologique si on avait à protéger seulement 5 ou 10 ou 17 d'habitats dans la région. Puis vous voyez, là, juste au nord de l'île de Montréal, si ma flèche est apparente, que juste au nord, les milieux qui sont en rouge ici, c'est les milieux dont on va parler aujourd'hui et ce sont les priorités de conservation de la région. Donc, cette étude-là a montré que parce que ces milieux-là étaient encore de grande taille, aussi pour leur emplacement ou leur alignement stratégique du sud-ouest vers le nord-est, ils étaient stratégiquement très importants pour réussir à faire passer les espèces là, du sud vers le nord ou du nord vers le sud à l'automne. Donc, si on avait qu'à protéger 5 des habitats dans la grande région de Montréal, les milieux dont je vais vous parler aujourd'hui figurent dans ce top 5 %-là. Alors, les objectifs de notre plan de communication, notre plan écologique de connectivité, c'était de planifier un réseau écologique qui était donc composé de noyaux de conservation et de corridors qui nous permettaient justement de garantir la connectivité entre le sud et le nord. Quand on dit déplacement sud-nord ou nord-sud, bien dans le fond, ça signifie qu'on va prendre en compte le contexte du réchauffement climatique dans le patron des déplacements. C'était un des grands objectifs du plan, d'être capable de faire passer les espèces, parce qu'on sait qu'avec le réchauffement climatique, les aires de répartition des espèces, à la fois pour les animaux et pour les végétaux, vont se déplacer vers le nord à un certain rythme annuellement. On voulait aussi que le réseau écologique qu'on met en place soit compatible avec les autres réseaux qui sont en création ou en formation dans les régions périphériques, notamment principalement dans les Laurentides, où il y a des travaux qui sont en cours là, dans la forêt, entre autres la forêt du Grand Coteau, qui nous permettrait de connecter là, avec les basses Laurentides, l'ensemble des basses Laurentides pour avoir un grand réseau de connectivité. Ensuite, on voulait aussi être capable de faire en sorte que notre réseau soit compatible avec des usages récréatifs non motorisés à faible densité. Bon, c'est une grande phrase pour expliquer que dans le fond, il n'y a rien d'incompatible entre un sentier de randonnée pédestre, par exemple, ou de raquettes ou de ski de fond, avec le maintien de la biodiversité sur un territoire. Donc, on voulait vraiment que dans ce qu'on propose comme corridor, qu'on puisse être capable de aussi passer des sentiers de randonnée pédestre là-dedans ou d'autres activités de plein air non motorisées. Puis enfin, l'objectif ultime, c'est de trouver un site, dans le fond, d'établir des corridors, puis de voir s'il n'y en avait pas un qui pourrait vraiment nous servir d'expérience pilote pour partir de ça avec, comme on dit en latin, un success story, puis convaincre des partenaires de s'impliquer dans la création d'autres corridors dans la région. La première étape, dans le fond, de notre travail, ça a été d'identifier les noyaux de conservation dans le sud du territoire, dans les basses Laurentides. On s'est donné des critères, par exemple une superficie minimale de 300 hectares, de 300 à 500 hectares de milieu naturel dans notre noyau de conservation. Des distances, dans le fond, une distance maximale de 5 km entre deux noyaux. Évidemment, on a pris en compte la qualité de l'habitat pour des espèces qui étaient rares ou spécialisées ou des espèces parapluies dans les noyaux de conservation pour faire
pour expliquer un petit peu rapidement c'est quoi une espèce parapluie, c'est essentiellement une espèce pour laquelle, si on fait des efforts de conservation, on va réussir à protéger cette espèce-là, mais aussi toute une cohorte d'autres espèces moins visibles ou dont on en connaît un peu moins en dessous. On a pris en compte, évidemment, dans la création des noyaux de conservation, la présence de milieux humides et la présence aussi d'écosystèmes exceptionnels ou d'habitats qui étaient sous-représentés dans la région des basses terres du Saint-Laurent. Puis enfin, on a aussi choisi des noyaux de conservation où il y avait majoritairement où il y avait des organismes, soit nous ou d'autres organismes de conservation, des ministères, qui étaient déjà propriétaires de superficies en conservation dans le noyau. Alors, on a dressé une carte assez sommaire d'où on voulait partir pour travailler sur la connectivité dans l'anodière. Aujourd'hui, là, on va laisser tomber les noyaux de 9 à 12 parce qu'ils sont dans le Piémont puis sur le plateau des montagnes. Puis, comme on a dit tantôt, ce n'est pas un territoire qui est très, très fragmenté. Donc, disons qu'on sait garder de l'ouvrage pour les prochaines décennies. On va vraiment travailler beaucoup plus dans le sud dans les prochaines années. Donc, les noyaux essentiellement que vous voyez dans le bas de l'écran, qui sont les noyaux numéro 1 à 8. Au lieu de recréer, de repartir la machine au complet, puis de recréer, de refaire la roue, on a décidé de partir d'un corpus d'écosystèmes prioritaires qui avait été identifié par le ministère de l'Environnement et le ministère de la Faune en collaboration avec les MRC dans les années 2007-2008. Un travail qui avait été très bien fait, qui avait très bien caractérisé les écosystèmes importants dans la nausière. Donc, ça ne sert à rien de recommencer. On est parti de ce corpus-là d'écosystèmes prioritaires pour identifier vraiment 8 grands noyaux, là, des grandes superficies de conservation sur lesquelles on allait travailler. Donc, vous les voyez à l'écran. Je passe rapidement sur le tableau. C'est juste pour vous montrer le type de chacun de ces noyaux-là, leur municipalité, et surtout là, dans les noyaux numéro 1 à 8, j'attire votre attention surtout sur la colonne numéro 3, qui est la superficie. Donc, vous voyez qu'on est vraiment au-delà de 500 hectares, là, ce qui est recommandé dans la littérature scientifique pour un noyau de conservation, à part la tourbière Sainte-Henriette à Saint-Lin, qu'on a décidé d'inclure dans les analyses parce que même si elle est à 300 hectares, comme légèrement en dessous de ce qu'on suggère dans les articles scientifiques, elle est quand même ce noyau-là est d'une importance stratégique parce qu'il y a un emplacement particulier, puis aussi la valeur écologique des milieux humides qui s'y trouvent. Dans la dernière colonne, dans la colonne des remarques, bien, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de superficie. Des fois, c'est des petits morceaux qu'on a, que la fiducie possède dans ces milieux-là. Des fois, c'est des grandes superficies, puis il n'y a pas juste la fiducie là-dedans. Là. Il y a des municipalités où il y a la réserve écologique, par exemple, du ministère de l'Environnement dans la tourbière de la Noret, ou la Société de conservation des tourbières de la Noret. Donc, l'étape 2, une fois qu'on avait sélectionné nos noyaux de conservation, c'est de voir comment on est capable de reconnecter ou maintenir les liens de connectivité entre chacun de ces grands noyaux-là, puis choisir les tracés de moindre coût, c'est-à-dire qu'est-ce qui coûte le moins cher en énergie pour les espèces pour se déplacer d'un noyau de conservation à un autre. Ça voulait aussi dire qu'un tracé de moindre coût, pour nous aussi, c'était moins d'efforts pour réaménager un habitat si l'habitat était de moindre qualité ou réussir à les maintenir, à la fois des moindres coûts financiers, mais aussi des moindres coûts d'énergie, de la même manière que les espèces pour se déplacer. Alors ça, c'est notre territoire d'étude. Vous voyez en rouge ou une espèce de rouge vin, ce sont les villes, donc Joliette, Repentigny, Mascouche, Terrebonne, puis en vert, les forêts, puis en mauve et bleu foncé, les milieux humides. Alors, l'étape suivante d'avoir déterminé nos noyaux là, sommairement, c'était de les mettre en format vectoriel, donc pour pouvoir calculer les superficies et les endroits où les noyaux se terminent, où ils se commencent. Là. Donc, ça nous permettait de monter les analyses stratégiques de modélisation qu'on voulait faire avec ça. Donc, vous les voyez à l'écran, assez bien délimités dans le corpus là, de 1 à 8. On a choisi pour faire, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des travaux de modélisation. Donc, c'est des simulations informatiques qu'on a fait avec des espèces qu'on appelle des espèces indicatrices. On a choisi pour cette démarche-là les oiseaux, parce qu'on sait que les oiseaux sont un bon groupe d'espèces pour prédire les mouvements non seulement des oiseaux,
mais aussi des mammifères. Donc, pour les vertébrés qui ont des bonnes capacités de locomotion, on est assez dans le béton armé, comme on dit, pour faire des prédictions sur les déplacements quand on utilise les oiseaux pour les déplacements qui sont modélisés. À la gauche, vous voyez qu'on a 3 groupes d'espèces. Dans le fond, on a pris soin de choisir des prédateurs. Ensuite, des oiseaux insectivores aériens. Donc, ça veut dire que des oiseaux, par exemple l'engoulevent, le martinet, qui vont capturer leur proie en vol. Le pic et le grimpeau, qui sont des espèces qui ont besoin d'attributs d'habitat dans les noyaux de conservation. Qu'est-ce que ça veut dire, un attribut d'habitat? C'est-à-dire, par exemple, des arbres avec un grand diamètre ou des arbres qui sont des chicots ou qui sont des arbres qui sont en fin de vie. Donc, des attributs qui nous permettent d'identifier des forêts matures ou surmatures qui sont importants pour la biodiversité. Puis enfin, le troisième groupe d'espèces, c'est des espèces un peu plus généralistes, mais qui avaient quand même qui utilisent des types forestiers un peu différents qu'on trouvait intéressant d'inclure dans nos analyses de connectivité. Donc, c'est les espèces qu'on a utilisées pour modéliser les déplacements. On a utilisé beaucoup pour essayer de monter une matrice d'habitat des oiseaux forestiers d'une grille de critères qui définit l'occupation du sol, puis qui compte une treizaine de classes, que je vais vous montrer tout à l'heure. Dans le fond, le fait d'avoir un bon habitat pour les oiseaux, c'est ce que cette diapo-là montre, c'est qu'on voulait que ce critère-là soit important dans les analyses. Donc, 50% de la manière dont on a montré la matrice d'habitat pour les oiseaux, on a utilisé le critère d'occupation du sol. Donc, ça, c'est les couches de sol qu'on a utilisées pour définir la région du sud de la Naudière. Vous voyez, en jaune, évidemment, on voit que la dominante, c'est évidemment les zones agricoles, puis les zones urbaines réparties un peu sur le territoire. Puis, ce que vous voyez en vert foncé ou en vert plus pâle, c'est différents milieux naturels. Puis rappelez-vous une des premières diapos que je vous ai montrées avec les milieux, le 5% de priorité dans la région de Montréal, qui est au nord de l'île. Mais les milieux qu'on a identifiés comme de bons potentiels pour les oiseaux, au fond, ça correspond exactement au milieu qui avait été identifié par l'analyse scientifique de Cécile Albert en 2017. Donc, on était relativement content quand on a vu ces premiers résultats apparaître de classe d'occupation du sol parce qu'on était confiant d'être dans la bonne voie pour définir. Je passe rapidement sur cette diapo-là. Dans le fond, c'est des critères pour définir qu'est-ce qui est un bon habitat pour les oiseaux, qu'est-ce qui est un fragment d'habitat intéressant pour les oiseaux. C'est des critères de décision d'un logiciel qui s'appelle FragStat, donc fragmentation statistique. C'est un logiciel qui est utilisé depuis plusieurs années pour déterminer la qualité d'un fragment forestier ou un fragment de milieu naturel. Après, donc, après avoir utilisé le logiciel, on a monté donc le potentiel d'habitat de nos 12 espèces d'oiseaux indicatrices. Puis ça nous a montré cette image-là, qui ressemble évidemment à la précédente, mais qui définit un petit peu mieux la qualité des habitats pour les oiseaux. Puis là, ensuite, on a passé ça dans une autre machine saucisse qui s'appelle un logiciel qui s'appelle CircuitScape, qui utilise les informations de nos 8 noyaux de conservation et qui simule les mouvements des espèces entre les noyaux. Pour faire une image facile, là, pour bien comprendre comment le logiciel procède, imaginez-vous que chacun des noyaux de conservation, c'est une batterie AA, triple A ou C ou D. Donc, elle a une charge électrique et puis que les oiseaux qui circulent entre les pôles de ces batteries-là sont des électrons. Donc, le logiciel simule les mouvements électriques ou l'attirance électrique entre les batteries. Donc, une plus grosse batterie avec plus de courant proche d'une autre grosse batterie va attirer plus d'électrons, donc on va attirer plus d'espèces. Donc, c'est un logiciel qui calcule les mouvements comme ça aléatoires électriques. Ça nous a permis d'identifier vraiment, vous le voyez là assez bien, plus c'est jaune, plus le courant électrique passe très fort entre les noyaux de conservation. Avec cette première image-là, on était capable là, de déterminer justement où étaient les corridors de moindre coût, donc pour le déplacement des espèces, où il y avait plus d'espèces qui passaient, puis
où c'était plus facile, donc les chemins les plus courts essentiellement, mais pas toujours, là, sur l'image qui est là. Donc, sur l'image, vous voyez, les corridors sont déterminés avec un trait bleu et des filets blancs de chaque côté du corridor. Donc, on a identifié 15 corridors qui étaient vraiment très intéressants pour la connectivité. On s'est redonné des critères pour être certain que les corridors qu'on avait choisis, qu'on allait choisir, fassent véritablement passer les espèces. Donc, d'abord, une largeur d'au moins 100 à 300 mètres sur au moins 75 de la longueur. On voulait qu'il soit forestier à au moins 60 de couvert. Donc, c'est un des critères qui étaient les plus importants. Puis aussi, si jamais on avait une ouverture, on passait dans une zone agricole où on avait un hiatus, là, si vous voulez, dans le couvert forestier, je ne voulais pas que ce soit plus que 200 mètres, parce que plus de 200 mètres, ça devient une distance qui est difficile, qui est, pour les espèces, qui a une perception de prédation plus grande quand on est en milieu ouvert sur une plus longue distance. Alors, voici les 15 corridors qu'on a identifiés dans les analyses. Là, sur l'axe des X, vous voyez le corridor 1-2, c'est celui qui relie le corridor 1 au corridor 2. Et sur l'axe des Y, c'est le pourcentage correspondant à la classe d'occupation du sol. Donc, là, ce qui est important de retenir sur cette image-ci, c'est le vert foncé de nos histogrammes. Dans le fond, on voulait que c'est le pourcentage de forêt nature. Donc, on voulait que les corridors qu'on choisit, comme on a dit tantôt, il fallait qu'il y ait au moins 60 de milieux forestiers. Donc, vous voyez, sur la ligne de 60 on a identifié 4 corridors. Donc, le corridor 3-5, le corridor 5-8A, le corridor 5-8B et le corridor 7-8A. On va les voir assez sommairement. Dans le fond, le corridor 3-5, dans le fond, qui relie le noyau de conservation 3, c'est le bois de Mascouche Saint-Roch. Puis le noyau de conservation 5, c'est le bois de l'Épiphanie avec la tourbière Sainte-Marie-Salomé. Donc, sur l'image, vous voyez ici la largeur du corridor 3-5. Si je mets une autre image, dans le fond, là, c'est une orthophoto, on voit très clairement apparaître la qualité du milieu forestier de ce corridor-là. Donc, c'est celui qui est le plus boisé et qui est le plus large à la fois. Donc, on dépasse largement 100 mètres partout ou à peu près. Donc, un milieu de très grand intérêt qui n'avait pas été encore identifié comme d'intérêt régional. Quand on a vu ce résultat-là, dans le fond, on est allé voir, en fait, on s'est fait accompagner par les gens de Loisirs et Sports Lanaudière, qui est un organisme qui est voué au développement du plein air dans la région. Et on est allé voir la municipalité de l'Épiphanie, qui est en grande partie propriétaire, en fait, dont ce corridor-là est sur leur territoire. En leur montrant, on a déballé notre petite mallette avec toutes les analyses qu'on avait faites, puis on a dit, bien, voici ce qu'on a trouvé. On pense que ce milieu-là est d'une très grande qualité. Il est très important aussi pour la biodiversité puis la circulation des espèces dans la Naudière. C'est un résultat qui a été très bien accueilli par la municipalité. Puis avec les gens de Loisirs et Sports La Naudière, on a émis l'hypothèse avec la municipalité. On leur a dit, bien, on pourrait, par exemple, penser à passer un circuit multifonctionnel, la randonnée pédestre, du vélo de montagne, peu importe, on trouvera la formule à travers cette forêt-là. Ça nous permettrait de pérenniser les lieux, mais aussi par des droits de passage, d'être certain que le milieu va rester relativement intègre au fil des décennies. Donc, il y avait une boucle qui était potentielle à faire avec le centre de l'Épiphanie. Donc, c'est une approche qui est intéressante. Alors, on continue à travailler sur ce noyau-là. Parce qu'il est intéressant. Là, on n'a pas de travail de réaménagement à faire. Là. Essentiellement, ici, c'est du maintien de l'habitat, de la protection de l'habitat comme tel. Quand même, les 2 étoiles que vous voyez sur l'écran, c'est dans le fond 2 endroits où on a fait voler un drone. Alors, les images que je vais vous montrer ensuite, c'est le drone qui va décoller, qui va passer à chacune de ces 2 endroits-là. Puis, il va essentiellement faire un voyage du sud-ouest vers le nord-est. Donc, là, je pense que j'ai pris le ciel pour que ça fonctionne bien. Et vous allez voir la qualité. Là, il va passer à travers, dans le fond, deux écueils. La première, c'est la route 339 puis la rivière Lachigan. Là, on vient juste de passer la rivière Lachigan. Alors, vous voyez qui est la qualité du milieu forestier de l'autre côté, donc dans le corridor comme tel. Des forêts qui sont relativement jeunes, mais quand même des peuplements qui sont assez denses.
puis un écosystème qui est assez intègre. Donc, ça, c'est le deuxième pont à franchir, donc la route 341, puis la rivière Saint-Esprit. Donc là, j'ai volontairement fait voler le drone dans une section qui est tracée à découvert. Donc, on est à peu près à 200 mètres là, de distance, peut-être un peu plus. Là. Mais regardez en haut de l'image, ou à droite ou à gauche de l'image, il y a quand même des milieux relativement encore boisés pour favoriser, pour permettre le déplacement des espèces. Et une fois que, dans le fond, la route 341 est passée, puis que la rivière Saint-Esprit est passée, bien là, vous voyez, on est dans un milieu de très grande qualité. Et là, il y a des forêts matures dans le bois de l'Épiphanie, puis de la tourbière Sainte-Marie-Salomé pour permettre le maintien des espèces, puis la circulation des espèces. Donc, on est content, ça a fonctionné. Le deuxième autre jeu de corridors qu'on avait à regarder, c'était les corridors 5-8A et 5-8B. Donc, on est un petit peu au nord où on était tantôt. Le noyau de conservation 5, c'est donc le bois de l'Épiphanie. Puis le noyau de conservation 8, c'est la tourbière de la Noret. Donc, ces deux corridors-là sont assez longs. Je vais vous montrer l'orthophoto, donc la photo aérienne avec les peuplements forestiers. On voit qu'il y a, oui, effectivement, il en reste 60 de milieux boisés à toute fin pratique dans ces deux corridors-là, mais la longueur des corridors, puis là, ici, on est dans le domaine de la restauration, de la réhabilitation écologique. Là, il faudrait qu'on mette beaucoup d'efforts pour restaurer ces milieux-là. Vu la longueur, on a décidé de les conserver, de les mettre sur la voie de garage, dans le fond, dans un plan B. Mais je vous rappelle, on était toujours à la recherche, dans le fond, d'un corridor pilote à pouvoir aménager. Donc, dans ce cas-ci, c'était un petit peu, c'est une bouchée qui était un peu trop grande à manger pour l'instant. On estimait qu'on pouvait peut-être aller voir ailleurs pour trouver notre corridor idéal. Puis là, vous allez me voir venir tout de suite. J'ai gardé le punch pour la fin. Dans le fond, la fin de l'histoire, c'est qu'on a trouvé effectivement un corridor qui méritait pleinement qu'on s'y attarde parce qu'il était plus facile d'accès, plus facile à restaurer. C'est le corridor 7-8A que vous voyez en haut de l'écran, qui relie au fond, là on est vraiment dans le nord-est du territoire, qui relie le noyau de conservation 7, qui est le bois de Sainte-Élisabeth à la tourbière de la Noret. Donc, encore une fois, je vais vous montrer l'image avec les peuplements forestiers. On voit beaucoup mieux comme ça. Puis vous voyez qu'il reste là, sur l'ensemble de ce corridor-là, qui est très long, il nous reste vraiment beaucoup de forêts tout le long du parcours, à l'exception de deux endroits. Dans le fond, ici, il y a une petite séparation. Il y a des terres agricoles qui sont là. On est aux alentours de 200 mètres. Donc, l'ouverture n'est pas trop grande, mais quand même, elle est préoccupante. Mais ce qu'on ne voit pas sur l'image, c'est qu'il y a un petit îlot forestier qui est vraiment, là, j'essaie de ressortir ma fiche qui a disparu. Là. Mon ordinateur a l'air d'en arracher un peu plus. Ah, là voilà. Donc, il y a un petit îlot boisé ici qui permet de faire en sorte que les espèces peuvent faire un saut de puce entre les deux parcelles de forêt. Donc, essentiellement, le courant peut passer. Mais en fait, ce qui nous préoccupait un peu plus, c'est l'autre milieu qu'on va voir avec l'étoile. C'est une ouverture d'à peu près 350 mètres. Mais surtout, ce qui était problématique, c'est qu'on passait au-dessus ou en dessous de la route 158. Donc, un écueil majeur là, dans la circulation des espèces. Quand même, on pense que ce corridor-là a un intérêt intéressant parce qu'il reste une coulée en friche qui est assez large, là, de 300 mètres, pour nous permettre de faire passer les espèces. Donc, encore une fois, on a fait voler le drone à cet endroit-là. Vous allez voir qu'il passe, il va partir du bois de Sainte-Élisabeth, donc de l'ouest du nord-ouest vers le sud-est. Vous voyez la qualité de ce milieu-là en friche. On a l'avantage que ce soit un seul propriétaire foncier. C'est un agriculteur qui ne cultive pas dans cette coulée-là parce que les pentes sont trop fortes. Il y a un ruisseau qui coule dans le fond, vous le connaissez peut-être, ceux qui sont dans l'est de la Naudière, il s'appelle le ruisseau du Grand Fossé. Et donc, à part quelques endroits où c'est plus restreint, on est à 100 mètres de large. Il y a déjà un milieu qui est en friche, donc avec un peu d'effort en restauration écologique, on va pouvoir
reconnecter, dans le fond, ces deux noyaux de conservation-là, maintenir la connectivité puis l'améliorer. Là, j'essaie d'arrêter l'image parce que voilà, je suis tombé dans une zone de flou, mais vous voyez, en dessous de la route passe un gros, il y a un tuyau qui est assez gros qui nous permettrait, dans le fond, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui peuvent passer parce que le ruisseau coule à un bon débit, puis c'était relativement profond, mais on pourrait penser aussi dans un deuxième temps installer une plateforme pour faire passer la petite sonde. Donc, pour réussir à faire passer des espèces en dessous de la route. Les oiseaux peuvent passer facilement au-dessus ou parfois dans le tuyau, là, mais pour les petits mammifères, là, ce serait beaucoup plus facile d'avoir une petite plateforme qui serait assez peu coûteuse à faire et qui serait efficace. Donc, je reviens à mon premier objectif de départ. On voulait être capable de trouver un endroit pour installer, pour faire un corridor pilote, un success story de connectivité dans le sud de la région. Bien, on pense qu'on l'a trouvé avec ce corridor-là. Puis, dans le fond, on est en attente de demande de subvention pour ce projet-là, mais il est fort probable qu'on soit capable de commencer les travaux dès ce printemps. Donc, ça sera notre premier succès avec la connectivité, puis on va être peut-être capable d'installer, de réaménager ou de maintenir des corridors ailleurs dans la région là, avec ces premiers résultats-là. Donc, merci beaucoup au Bureau d'écologie appliquée, donc à David Leclerc, qui était le géomaticien qui a fait l'ensemble des analyses de simulation, puis aux gens de Loisirs et Sports Lanaudière, particulièrement Alexandre Fréchette, qui a été là dès le début parce qu'on voulait vraiment intégrer la notion de plein air dans ces corridors-là, puis de faire en sorte que nos corridors, oui, ils protègent la faune, mais aussi qu'ils puissent faire passer aussi non seulement des espèces animales ou végétales, mais aussi des humains dans le respect de l'environnement. Alors, ça termine ma présentation. Je pense qu'on va peut-être J'ai été assez rapide, donc je pense qu'on va peut-être avoir de la place pour des questions. Je vais repasser la parole à Vicky, et je vais prendre une gorgée d'eau par la même occasion. Oui, ben merci Michel. C'est pas pour rien que tu as gagné des prix pour ta bonne vulgarisation des enjeux scientifiques. C'était super intéressant et pertinent pour les travaux qu'on va faire bientôt. Pour la période de questions, ce qu'on va faire, étant donné qu'il y a beaucoup de gens, pour alléger un peu pour Michel, moi, je vais lui lire les questions que vous allez écrire dans le chat. On a déjà 2 ou 3 questions. Moi, j'avais répondu un peu au nom du CREM, mais peut-être, Michel, tu peux répondre au nom de la fiducie. Est-ce que vous collaborez avec la région des Laurentides pour établir le réseau de connectivité? Oui, ben en fait, comme j'expliquais dans une partie de la présentation, c'était un de nos objectifs d'être capable de connecter les les noyaux de conservation qu'on avait identifiés avec d'autres régions. Essentiellement, là, on travaille dans un groupe assez large là, de connectivité écologique et c'est un groupe qui est à l'échelle provinciale, là, qui est sous l'égide de Conservation de la Nature Canada. Puis il y a beaucoup de groupes dans différentes régions qui travaillent là, sur la connectivité. Puis on se parle régulièrement, ces temps-ci, même une fois par semaine. Alors, c'est une préoccupation qu'on a. Puis la connectivité là, dans l'ouest, la région de la Naudière, avec le Laurentide, ça va passer beaucoup par le bois de Mascouche, puis la MRC de Montcalm, ces coins-là, parce qu'il reste des milieux boisés là. Puis le bois du Grand Coteau, la forêt du Grand Coteau, là, qui est un long périmètre, une longue ligne boisée là, dans les basses Laurentides, se connecte là, avec le bois de Mascouche. Oui, c'est une priorité très importante. Avez-vous utilisé les résultats de l'Atlas des territoires d'intérêt pour la conservation dans les basses terres du Saint-Laurent pour sélectionner les noyaux de conservation? Bien, en fait, c'est une bonne question. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer à fond toutes les étapes qu'on a franchies pour nos travaux, mais on s'est servi effectivement de l'Atlas parce que c'est des données ouvertes, donc des données géomatiques qui sont assez récentes. Là, quand on a commencé les travaux de connectivité dans la Naudière, les résultats de l'Atlas, c'était en 2018, puis les résultats de l'Atlas venaient d'être publiés puis étaient disponibles. Donc, on a
utiliser des classes. Là. Si vous vous rappelez d'une des diapos, on avait 13 classes d'occupation du sol. Dans les travaux de la classe, ils en ont identifié, je pense de mémoire, plus que 20 ou 22. Mais on a utilisé celle qui faisait notre affaire, dans le fond, qui était pertinente pour notre région. Donc, on a utilisé justement les travaux de la classe pour ça. Et évidemment, les superficies en forêt et en milieu naturel. On demande ici si tu peux expliquer comment ou où tu as incorporé les données spécifiques aux 12 espèces dans le flux de travail. Bien, en fait, ça, c'est assez pointu, là. C'est plus le géomaticien qui aurait pu répondre avec ça, mais à ça. Mais dans le fond, David Leclerc, qui est le géomaticien, avait aussi travaillé à la classe des bases terres, là. Donc, il était bien au fait de toute la démarche. Puis, il a effectivement utilisé des données de qualité d'habitat pour ces espèces-là. On les a sélectionnés, puis il a travaillé à d'autres analyses aussi sur les oiseaux. On était relativement solide avec les données de qualité d'habitat pour se lancer dans l'opération. Donc, comme vous avez vu, la douzaine d'espèces qu'on a sélectionnées nous permettait d'aller chercher une grande variabilité dans l'habitat qu'on dit forestier, parce qu'il y a des espèces là-dedans qui n'étaient pas très, très forestières, là, l'engoulevent ou d'autres qui vont utiliser des milieux ouverts ou des parties de milieux ouverts dans un milieu naturel. Donc, ce mix d'espèces-là nous a semblé pertinent pour être capable d'aller chercher vraiment toute la qualité des milieux naturels forestiers qu'on voulait aller chercher. On nous demandait s'il y a des projets similaires dans d'autres régions. Oui. Oui, il y en a dans plusieurs régions du Québec. Puis le fait d'avoir un grand groupe là, à l'échelle de toute la province, bien, ça permet d'échanger parce qu'on n'utilise pas tout le temps la même méthodologie ou les mêmes outils. On n'a pas utilisé tout le temps les mêmes espèces indicatrices non plus. Mais le fait de tout mettre ça ensemble, bien, ça nous donne un portrait assez précis. Puis le fait de le faire à notre région, dans notre région à nous, à notre échelle à nous, ça fait en sorte qu'on est assez pointu sur les résultats qu'on peut partager avec d'autres parce qu'il y a des travaux qui se font à des grandes échelles, mais des fois, quand on fait ça à grande échelle, bien évidemment, on perd un petit peu de finesse dans les résultats. Alors là, le fait que dans certaines régions, on soit capable d'aller vraiment dans des choses qui sont très pointues, c'est un grand avantage. Là. Vous voyez, le dernier corridor dont j'ai parlé, sur lequel on va travailler, on est vraiment dans le micro, là. On est dans de la fine gestion de mouvements d'espèces. Donc, c'est pertinent d'aller à cette échelle-là aussi. Tu as beaucoup de questions, Michel. C'est super intéressant. On demande ici comment les couloirs sont protégés, les terres sont-elles toutes de teneur privée et achetées? Bien, en fait, c'est sûr que la première démarche qu'on voulait, c'est être certain que dans les noyaux de conservation, on ait un minimum de superficie protégée. C'est pour ça que c'est un de nos critères, d'essayer de faire en sorte que les noyaux qu'on va sélectionner, ils ne partent pas en fumée dans les prochaines décennies. Donc, le premier travail, c'est de travailler à l'échelle des noyaux de conservation. C'est un des mandats de la fiducie, pas juste de la fiducie, mais des organismes de conservation en général qui travaillent. On n'est pas les seuls à travailler dans la naudière, hein, mais on travaille beaucoup, nous, dans ces noyaux-là, parce qu'on voit leur pertinence. Donc, ça, c'est la première étape, c'est d'essayer d'augmenter la proportion de milieux naturels protégés là, par noyau de conservation. Puis la deuxième étape, c'est effectivement d'aller chercher plus d'air protégé ou de superficie protégée dans les corridors. Ce n'est pas nécessairement tout le temps par des dons de terre. Ça peut aussi se faire parce que si des gens qui sont propriétaires d'une parcelle qui est vraiment stratégiquement placée pour permettre la connectivité comme il faut, comme dans un corridor ou dans un noyau, bien, le fait que la fiducie ou d'autres organismes sont propriétaires dans un écosystème, on peut établir des servitudes, c'est assez technique, là, mais on peut établir des servitudes notariées de conservation avec ces propriétaires-là. Donc, les gens restent propriétaires de leur terrain,
Ils peuvent le revendre le terrain, ils peuvent léguer le terrain à leurs enfants. C'est juste que sur le plan des usages, il y a certains usages qui sont interdits parce que dans le fond, l'idée, c'est de garder l'intégrité écologique du milieu. Mais on peut quand même faire des choses. S'il y a des gens qui se sont aménagés des petits sentiers sur leur terre ou sur leur terrain, ils peuvent continuer à marcher dedans. Donc, c'est à géométrie variable selon ce qui est possible de faire. Mais oui, ça va être important d'essayer de protéger le plus de superficie possible dans ces corridors-là. On a une bonne question ici. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans une traverse d'autoroute, par exemple, là, à la future sortie d'Urbanova au-dessus de la 640 à Terrebonne? On parle du coût financier versus le nombre d'animaux qui en profitent réellement. C'est une très, très bonne question. C'est un secteur que je connais assez bien parce que je le fréquente, là, mais sur le plan des analyses, là, je ne le connais pas du tout. Je ne pourrais pas commenter sur le flux des espèces puis quelle espèce passe ou ne passe pas là. Donc, cette question-là, je vais la laisser, je vais la laisser en suspens parce que je n'ai pas les bons outils pour y répondre, mais en fait, oui, c'est une bonne question à se poser. C'est une question citoyenne très, très pertinente. Faut voir, mais essentiellement, quand on base nos décisions sur des bonnes analyses scientifiques, sur des bons inventaires qui sont faits avant et après, la plupart du temps, les décisions sont plus solides. Puis on se sent plus à l'aise avec ces décisions-là. Je ne sais pas s'il existe. Déjà, il y a eu des comptages où il y a des relevés d'accidents, combien il y a d'accidents avec la faune là, de part et d'autre de la 640. Donc, ça c'est un élément en soi. Quelles sont les différences entre les habitats? Est-ce que la qualité des deux habitats de chaque côté de l'autoroute ont été mesurées? Donc, c'est des questions, là, pour ça, je ne veux pas me prononcer parce que je ne connais pas assez le dossier. C'est aussi qu'est-ce que ça vaut économiquement de laisser ces espèces-là traverser. C'est dur à répondre à cette question-là aussi. Là. Ça dépend de nos valeurs personnelles, j'imagine. On demande ici si vous avez une bonne réponse des élus des diverses villes et municipalités concertées. J'imagine que c'est par rapport au couloir là, que tu as parlé, là, par exemple, à Mascouche et dans la MRC Montcalm. Oui, bien, ce qu'on a fait quand on a dévoilé les résultats en 2019, on a organisé une grande rencontre là, où on a invité tout le monde, les gens qui faisaient de l'aménagement à la MRC. Donc, c'était le palier technique là, des municipalités, tous les organismes qui sont partenaires avec nous dans la région. On a même invité des gens qui sont extérieurs de la région, justement, qui sont dans les régions périphériques, qui travaillent sur ces questions-là de connectivité. Puis, on a eu un très bon accueil au plan des MRC. Celles qui n'avaient pas pu venir à la rencontre, on leur a envoyé, même on a libéré toutes les données dans le fond, puis ils sont disponibles. Là. Ça fait partie de notre philosophie, de notre mission comme fiducie de partager, parce qu'on a comme mission d'être au bénéfice de la communauté. Donc, on n'a pas mis toutes les analyses qu'on avait faites, dans le fond, dans un petit tiroir à clé fermée. On les a partagés avec toutes les MRC, puis c'est encore disponible. Ceux qui veulent les avoir, là, vous pouvez communiquer avec nous. On parle de tous les fichiers de forme, puis toutes les analyses, là, tout est disponible. Ça nous fait plaisir. Puis c'est un processus où là, on a commencé à parler de plus en plus de connectivité dans la région. L'étape 1, c'est de commencer à en parler. L'étape 2, ça va être de s'asseoir puis de commencer à réaliser des projets. Puis ce pourquoi on a justement décidé d'aller avec une démarche de corridor pilote, là, de success story, c'était justement pour pouvoir faire rayonner un succès. Donc, j'ai bon espoir, là, le corridor qu'on a identifié, là, on ne parle pas d'un travail de pyramide, là. Donc, on va être capable de le mener à bien assez rapidement, puis on va bâtir sur ça. Oui, puis on commence un travail avec nos MRC. Là. Il y en a qui sont super avancés à ce niveau-là. Puis le CREL, là, puis Michel, c'est notre biologiste expert de la question. Là. Puis la réponse a été positive pour tous ceux qu'on a approchés à date. Là. Il reste à savoir comment nos travaux vont avancer, mais c'est encourageant.
Mm. On en demande ici, est-ce que l'état du sud de la Naudière pose problème plus général pour la migration d'espèces qui se rendent dans la Matawini? Comme s'il manquait un gros corridor à cause des terres agricoles, mais l'urbanisation aussi, là, c'est pas juste les terres agricoles. Non, ben, on l'a vu sur les analyses, dans le fond, là, par manque de temps, je n'ai pas eu l'occasion de parler de chacun de tous ces noyaux de conservation-là, de les nommer et d'expliquer qu'est-ce qu'il y avait comme milieu naturel dans l'intérieur de chacun. Mais comme on a vu, par exemple, pour les espèces qui ont réussi à franchir la barrière de Montréal, qui en est une costaude, mais il y a des espèces qui vont contourner la région de Montréal par la gauche ou vont contourner par la droite ou l'est, qui vont il y a certaines qui ont des grandes capacités de locomotion vont traverser le Saint-Laurent, d'autres vont être réticents à traverser, d'autres vont carrément passer par-dessus. Bon, je parle des oiseaux, en tout cas, parce que c'est ce que je connais le plus, là, mais il y a beaucoup d'oiseaux qui passent par-dessus la région de Montréal à une certaine altitude, puis ils vont devoir se reposer après coup, donc vont s'arrêter dans nos milieux, dans le sud de la Naudière. Donc, sur l'image, si vous vous rappelez, là, il y avait vraiment c'est comme un design en Y, là, où une fois que les espèces ont passé par-dessus Laval et Montréal, ils peuvent s'arrêter, par exemple, dans le bois du sentier de la Presqu'île, puis le bassin, la tête du bassin du ruisseau de Feu, le bois de Mascouche, tout ça. Puis là, par l'ouest, via la tourbière Sainte-Henriette à Saint-Lin, puis le bois de Saint-Esprit, il y a comme un corridor stratégique qui permet directement d'arriver au Piémont puis aux montagnes, d'arriver en Matavini. C'est pour ça que quand on a parlé de la tourbière Saint-Lin, puis de la tourbière Sainte-Henriette à Saint-Lin, qu'on a identifié comme critique parce qu'elle a fait comme des pierres de gué. Dans le fond, elle fait un passage, elle va permettre de faire sauter les espèces du bois de Mascouche jusqu'au bois de Saint-Esprit, puis qu'après ça, les espèces puissent monter sans entrave jusque dans le nord du Québec. Donc, ces milieux-là ont été identifiés justement parce qu'ils étaient critiques, puis ils sont utilisés là, certainement par toutes les espèces en migration, là, à la fois au printemps, mais aussi vers le sud là, à l'automne. Est-ce que la collaboration s'effectue quand même bien lorsque vous approchez des propriétaires fonciers et ou instances municipales? Ouais. Je dirais qu'en général, quand on communique avec les gens, je pense qu'il y a beaucoup plus d'ouverture et de positif qu'avant. Si on recule il y a 20 ans, puis de toute façon, on a cheminé aussi comme société, mais aussi notre argumentaire on se base sur de la science de plus en plus précise, puis des résultats qui sont de plus en plus solides. Donc, ça nous permet d'être de plus en plus pertinent quand on approche des gens aussi, puis on est en mesure de leur démontrer, de leur expliquer comment les espèces circulent, puis comment tel milieu est important. Donc, nous, de notre côté, on est plus solide, on est peut-être des meilleurs vendeurs là, en termes de marketing ou de communication, mais les gens aussi sont de plus en plus ouverts à ça. Moi, je remarque une ouverture là, dans les dernières années qui est de plus en plus grande pour des préoccupations qui sont de plus en plus grandes. En général, sur l'environnement, on le sait, mais sur ces questions-là de biodiversité, je pense que le travail qui a été fait dans les dernières années commence à apparaître quand on approche des gens. Donc oui, il y a quand même une bonne écoute. Il faut comprendre, on est en terre privée. Les gens aussi peuvent décider ce qu'ils veulent ou non sur leur terre. Il y a des réglementations qui s'appliquent au municipal, au provincial, etc. Ils ne décident pas aller contre ces réglementations-là, bien sûr. Mais en général, les gens sont assez ouverts, oui. Il est déjà 13 heures, donc là, c'est dommage, j'ai encore beaucoup de questions. On va essayer de les enregistrer puis de voir comment on peut procéder, mais ça se ressemble quand même beaucoup. Puis, je pense que des trucs que Michel t'a déjà répondu, là. On va voir comment, parce que je ne voudrais pas non plus, je ne sais pas comment si les gens peuvent envoyer un courriel avec leurs questions ou peut-être dans l'infolette, parce que là, vous allez recevoir un petit sondage sur le webinaire. Vous allez pouvoir revisionner aussi la présentation. Donc, on verra ce qu'on peut faire avec les questions qui restent pour ne pas surcharger Michel non plus.
Donc, on vous invite aussi, on a notre prochain forum qui va avoir lieu le 6 avril prochain, qui est le forum de clôture de toute notre démarche La mobilité durable, ça me branche. On va avoir Daniel Breton qui va faire une présentation sur l'électrification des transports, John Huss qui est un conseiller municipal à Drummondville qui va nous parler comment une organisation municipale peut être proactive. Après ça, il va y avoir des ateliers collaboratifs avec les experts. On va vous dévoiler des capsules sur les meilleures initiatives en mobilité durable dans la Naudière. Et on va lancer notre boîte à outils et la plateforme interactive sur la mobilité durable. Donc, on vous invite à vous inscrire et à participer. Évidemment, on va augmenter notre nombre de participants possibles. Je crois qu'on était malheureusement limité à 100 aujourd'hui et on ne le savait pas. Donc, merci d'avoir participé beaucoup en grand nombre. Et un gros merci à Michel pour ta présentation et de nous avoir si bien vulgarisé toute la démarche scientifique derrière le travail. Merci à la Fiducie pour ce que vous faites. Et à chacun d'entre vous d'avoir été parmi nous. Bonne journée. Merci beaucoup.